Ah, La régie, s'il vous plaît, on y va. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 29e édition des Mardis du Tourisme. Je voudrais, comme d'habitude, rappeler que le cycle de conférences des Mardis du Tourisme a pour vocation de contribuer au développement durable et inclusif du tourisme en le mettant au devant de la scène et en créant un débat constructif à forte valeur ajoutée pour l'industrie du tourisme. Alors, nous avions évoqué lors de la dernière édition la culture et sa relation étroite avec le développement touristique d'une destination. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un autre moteur extraordinaire pour le développement du tourisme et qui est le sport. Alors, selon l'Organisation mondiale du tourisme, que je cite, le tourisme sportif est l'un des segments touristiques en plus forte expansion. Les touristes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux activités sportives pendant leur voyage, que le sport en soit la motivation première ou non. Les événements sportifs de tout type et de toute taille attirent des touristes comme participants et comme spectateurs. Alors au Maroc, nous avons depuis longtemps cru en le rôle que peut jouer l'organisation de grandes manifestations sportives dans le développement économique de notre pays. Nous avions à cet égard candidaté plusieurs fois pour l'organisation de la Coupe du monde du football, par exemple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons miser sur le sport pour donner au tourisme au Maroc et donc au Maroc le développement socio-économique? Est-ce qu'on peut le considérer comme un levier d'un leapfrog que le Maroc mérite? Nous allons tenter de répondre ce soir à ces questions avec nos invités, M. Mehdi Skouri Alaoui, président de la Fédération des professionnels du sport, marhaba, et M. Etmen Sherif Alami, grand patron du tourisme, qui a bien voulu prendre part à cette édition en tant qu'invité professionnel du tourisme. Je voudrais noter que M. Etmen Ben Ghazala a eu des empêchements familiaux et son excuse auprès du public. Alors tout de suite, ma première question est pour vous, Etmen Sherif Alami. Je voudrais tout d'abord que vous fassiez une petite introduction à notre public sur la notion du tourisme sportif et des différentes composantes de ce segment. Merci et meilleure santé à Si Etmen Ibn Ghazala. J'espère qu'on l'aura dans les prochaines éditions en septembre-octobre. Effectivement, la première édition des Mardis du Tourisme, je m'en rappelle, elle était placée sur le thème « Le sport et le tourisme, quel développement ?» Au Maroc, nous avions notre cher ami Hichem Khlifi, qui aujourd'hui est président de la Fédération royale des jeux électroniques, les fameux games, qui sont aujourd'hui beaucoup plus visités que les grands réseaux sociaux connus, surtout de nos enfants ou de nos jeunes générations, comme Instagram, TikTok, Facebook et autres. Donc, le sport est largement diffusé depuis presque 10 ans autour du digital. Et donc, c'est une notion que nous devons, grâce au développement touristique, inclure peut-être dans nos services. Et certaines agences spécialisées se proposent d'ailleurs de réunir à Casablanca, à Marrakech, à Tanger, les futurs finalistes des grands jeux online. Mais revenons à la réalité aujourd'hui. Moins de 1% du PIB est représenté par les activités sportives et touristiques. On est donc très très loin des minimum 5% pour avoir une certaine visibilité. On voit que finalement, comme l'époque d'il y a 20 ans, 30 ans du tourisme,
qui a repris quelques lettres de noblesse avec la vision 2010 et 2020, que même les grandes assises du sport, avec Nawal Moutawakil à l'époque, qui avait donné un grand espoir, n'ont malheureusement pas été suivies au niveau des recommandations qui avaient été prises, au niveau des investissements, au niveau des facilités, au niveau des mises à disposition et bien sûr de toute la fiscalité et la formation. Pourtant, il est impossible aujourd'hui pour qu'un club de vacances n'ait pas 3 piscines pour faire des séances aquatiques, n'ait pas une dizaine de cours de tennis affiliés ou certifiés aux normes internationales, même en terre battue, n'ait pas du padel, des terrains de padel, ou tout simplement un practice de golf et autres jeux collectifs. Je crois que sur le tas, nous avons atteint une prestation de services sport et tourisme respectable dans les différentes unités hôtelières. Et ensuite, on a vu se développer des grandes destinations grâce au golf, qui a été un des premiers vecteurs qui s'est, entre parenthèses, présenté au marketing moderne, aux télévisions internationales, avec le fameux trophée Hassan II, il faut quand même le déclarer, dans ces beaux parcours du Royal Golf de Dar es Salaam. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a eu beaucoup d'hôtels autour de ce parcours de Dar es Salaam. Ce n'est pas pour autant qu'il y a eu des investissements annexes au profit du golf dans la région de Rabat. Et pourtant, ça a donné une très belle image aux investisseurs potentiels, mais pas assez. Après, nous avons, on doit le souligner, la grande capitale touristique de Marrakech, qui effectivement a été une des premières à lancer les grands parcours de golf, adossés à des projets immobiliers, adossés à des hôtels et des unités hôtelières. Et nous en avons d'ailleurs beaucoup à Marrakech qui ont dans leur convention l'obligation de construire une unité hôtelière et qui ne l'ont toujours pas fait, entre parenthèses, et qui ont profité de l'excuse golf, sport, pour s'attacher à vendre que les appartements et les unités de logement. Mais c'est pas grave, ça crée quand même de l'emploi. Après, on a la grande ville d'Agadir, également autour du golf, qui était très prisée et qui l'est toujours. Et puis, tous les sports aquatiques entre Essaouira et Dakhla, sans oublier les surfs dans la région de Casablanca, dans la région de l'Arèche, dans la région, bien sûr, de Imsouane, entre Essaouira et Agadir. Donc, on voit que le sport a pu donner des capacités potentiellement très riches au niveau de l'image, au niveau des retransmissions de télévision, au niveau des différents articles dans les presses spécialisées et les magazines. Et ça me fait repenser quand les premiers riads dans la Médina de Marrakech ou de Fès ou d'autres régions marocaines ont commencé à être créés et à susciter un engouement vers ces boutiques-hôtels, hôtels de charme, eh bien le sport a peut-être donné cette même fraîcheur, cette même dynamique. Et on a vu ici et là des jeunes Marocains finalement devenir des coachs dans différents sports, sans oublier tous les clubs fitness qui sont venus à côté d'hôtels, dans les villes, pour accompagner le portefeuille d'offres sportives. Donc pour moi, c'est largement insuffisant, vu le potentiel du Maroc, même si je ne dois pas oublier le fameux rallye de l'Atlas, si je ne dois pas oublier le fameux Tour du Maroc cycliste, si je ne dois pas oublier les différents événements et rallyes qui ont résisté et qui sont là, comme le fameux, par exemple, Marathon des Sables dans le Sahara marocain. Alors, si je comprends bien, le tourisme sportif, si on veut résumer, ça inclut bien sûr tout type d'événements sportifs qui sont organisés dans une destination donnée,
Donc ça, c'est un. Et deux, c'est les activités sportives que les voyageurs normaux peuvent pratiquer lors de leur voyage dans les établissements touristiques, quelle qu'en soit leur forme. Alors, je voudrais donner la parole tout de suite à Mehdi Skouri, qui est un professionnel du sport. Et donc, pour vous, quelle est la relation entre le sport et le tourisme? Vous qui êtes, avec votre casquette et votre vision de professionnel de sport, comment vous voyez cette relation? Alors déjà, merci pour l'invitation. Il est très clair que nos deux secteurs sont extrêmement liés. Le sport est peut-être un vecteur de rayonnement touristique exceptionnel et par la même occasion, le tourisme est un partenaire incontournable de tous les acteurs qui sont dans le milieu sportif. Quand vous organisez un événement sportif, vous avez un certain nombre d'acteurs touristiques qui sont forcément acteurs par la même occasion. Vous avez du voyage, vous avez du transport terrestre, du maritime, de l'aérien, de la logistique, de l'hôtellerie, etc. Donc nous sommes, je vais dire, un petit peu obligés de cohabiter. Nous sommes deux secteurs qui sont extrêmement liés plus que d'autres. Et bien évidemment, il faudrait voir comment faire en sorte que ce lien soit davantage, qu'on lui donne davantage de rayonnement, qu'on puisse le mettre davantage en avant et que les décideurs de ce pays puissent aussi le prendre en considération. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Pour continuer un petit peu sur ce que disait Si Alami tout à l'heure, je pense qu'il y a eu, on a eu une idée un petit peu sur l'évolution qu'a connue un petit peu le secteur, les deux secteurs, notamment sur la partie sport et tourisme. Mais il y a eu aussi, je pense, un tournant au début des années 2010 où on a eu un début de politique d'accueil d'événements internationaux, grands événements internationaux. Ça a commencé en 2010 par l'inauguration du grand stade de Marrakech et l'inauguration des grands stades, de ces grandes infrastructures qui ont commencé en 2010. C'était à l'époque de Montse Priat, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports, si ma mémoire est bonne. Et puis se sont suivis, je pense qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que le sport-spectacle peut apporter un grand nombre de choses au pays en termes d'image, sur le plan économique, etc. Donc on a eu pendant une dizaine d'années de grands événements sportifs qui ont pu être accueillis au Maroc. Inauguration, trophée des champions à 2 reprises, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Monde des clubs. Voilà. On a eu pendant 10 ans une belle dynamique qui a été assez intéressante et qui a pu servir les deux secteurs du côté sportif, tout l'écosystème qui est présent, les agences, les professionnels, tout type de professionnels et bien évidemment le sportif. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Ça s'est un petit peu essoufflé depuis quelques années. Et puis est venu bien évidemment le Covid qui a fait en sorte que les choses se sont encore plus calmées. Alors ça bien évidemment, on parle de tourisme, du touriste spectateur qui est concerné. Je pense qu'il y a deux types il faut le faire remarquer, il y a deux types de touristes sportifs. Le touriste spectateur qui est attiré par du spectacle, des grandes compétitions, qui va faire un déplacement au Maroc ou ailleurs pour assister à une grande compétition, un grand match de foot, de tennis, etc. Et vous avez le touriste sportif, on va dire acteur, qui lui va aller se déplacer, qui a envie de profiter de son séjour pour découvrir une destination et en même temps faire de l'activité physique. Donc ça peut être de la randonnée, ça peut être du canyoning, ça peut être de la plongée sous-marine, etc. Très bien. Est-ce que tout de suite, là, comme ça, est-ce qu'il y a une destination à l'international qui vous vient à l'esprit comme étant une destination où justement un événement sportif a fait que cette destination a complètement explosé au niveau touristique? Écoutez, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, parce que j'étais sur le point de l'organiser au Maroc, nous n'étions pas très loin de l'accueillir au Maroc, c'est le FIS. Alors le FIS, c'est le Festival international des sports extrêmes. Alors, c'est un événement qui existe depuis 25 ans à Montpellier. Durant 4 jours, une fois par an, vous avez 15 à 20 000 personnes qui viennent s'installer à Montpellier. Vous ne trouvez pas une chambre d'hôtel à Montpellier. Donc c'est un événement de sport extrême. Ça anime la ville à un niveau exceptionnel.
Vous ne trouvez pas une chambre. La visibilité que vous avez à l'intérieur est exceptionnelle. Donc il y a quelques années, on a essayé de faire la même chose sur la ville d'El Jadida, mais ça n'a pas pris. Pour la simple raison qu'on en parlera plus tard, ce genre de type d'événements ne peuvent pas être organisés uniquement par le privé. Il est impossible que le privé puisse prendre en charge ce type d'événement. Et puis une deuxième destination qui vient très vite à l'esprit, parce que je vois Sisrali devant moi, qui est quand même un spécialiste de la gestion d'équipes de football, notamment les accueils d'équipes de football. Je pense à Antalya. Il doit connaître ça beaucoup mieux que moi. Antalya, vous avez à longueur de journée, tout le long de l'année, vous avez des dizaines d'équipes qui viennent passer des séjours sur place pour préparer leur saison. À la mi-saison, ils y vont. Vous avez aussi, juste en face, en Espagne, c'est quelque chose qui se fait. Donc, c'est des choses qui peuvent être très facilement dupliquées. Il y a eu pas mal de réflexions dans ce sens, mais qui n'ont pas abouti. Marrakech, en fin d'année, il est anormal qu'on ne puisse pas accueillir une dizaine d'équipes européennes qui pourraient venir préparer la mi-saison. Vous avez parlé à Agadir. Agadir, il y a eu à certains moments beaucoup de questions qui ont été posées par des équipes britanniques, des équipes d'Europe de l'Est qui voulaient venir, mais ça n'a pas abouti. Mais il y a un intérêt, le climat s'y prête, l'infrastructure s'y prête, et je pense qu'il y a un vrai potentiel pour le développer davantage. Monsieur Alami, la même question. Est-ce que vous avez comme ça en tête des exemples de destinations à l'international? Écoutez, depuis que je m'en rappelle, moi, c'était les premiers Jeux Olympiques en télévision internationale de Tokyo. Et puis après, c'était Barcelone. Et puis, il faut aussi parler des stars du sport international. Quand on voyait les grands tennisman, on pensait à la Suède, on pensait aux États-Unis. Puis on connaissait même la ville d'où il venait, le stade où il jouait, ou le club de tennis où il jouait. Les grands spécialistes du golf nous ont emmenés vers les grands clubs. On a appris que Saint Andrews était la capitale mondiale du golf et qu'il y avait de très belles universités où d'ailleurs certains Marocains et Marocaines ont la chance d'y étudier. Alors pour le Maroc, d'abord c'était Casablanca avec son stade. On va y arriver pour le Maroc. Alors très bien. Alors je voulais terminer à l'international, peut-être en signalant non pas les Jeux romains de Rome, mais le football italien qui a placé l'Italie au top de l'image qu'on s'en faisait autour des fameux derbies, AC Milan, Inter Milan, Juventus, l'AS Roma, etc. Alors pour le Maroc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a des événements, vous en avez cité tous les deux depuis le début de cette conférence. Je voudrais tout d'abord, avant qu'on en parle, je voudrais qu'on écoute 3 témoignages. Le premier est le témoignage de Madame Ebla Ammour, qui a été à la tête de l'équipe d'organisation du trophée Aïcha des Gazelles depuis des années. Le deuxième témoignage serait de Madame Leila Ouachi, qui nous parlera du trophée Moulay Hassan et de Sahraouia. Et le troisième témoignage sera de Monsieur Ali Horma, qui est le fondateur du Grand Prix de Marrakech. La régie, s'il vous plaît, donnez-nous les vidéos. Merci. Alors, le rallye Aïcha des Gazelles est né en 1990. On peut dire que c'est un rallye qui est incomparable par son concept unique en tout point. Depuis sa création, il développe une vision de la compétition automobile. On n'a pas de vitesse, pas de GPS. C'est une navigation à l'ancienne, uniquement hors piste, avec seulement une boussole, une règle et une carte. Et en fait, l'objectif de la compétition, c'est vraiment de rallier plusieurs checkpoints obligatoires en faisant la distance la plus courte possible. C'est une expérience qui est super intense pour les participantes, avec 9 jours de compétition, des journées de 10 à 12 heures de pilotage, avec des nuits qui sont très courtes, sous des tentes dans le désert marocain. Le rallye Aïcha des Gazelles démarre donc en 1990 avec 9 équipages. On voit les premiers équipages internationaux rejoindre l'aventure en 92. En 2006, le rallye dépasse autour des 100 équipages inscrits et en 2012, on est à plus de 150 équipages. C'est en 2021 qu'on voit exploser le nombre d'équipages. C'était la 31e édition.
avec 195 équipages et 12 nationalités, dont 8 équipages marocains, qui ont été très bien classés, ceci dit en passant. Le reste étant réparti entre la France, le Canada, les États-Unis, Israël, l'Angleterre, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie et, si je me souviens bien, la Lituanie. Pour que l'organisation soit sans faille, nous avons à notre disposition 2 hélicoptères et 55 véhicules d'organisation, avec plus de 320 membres dans l'équipe répartis entre mécaniciens, directeurs sportifs, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, logisticiens, pilotes, cuisiniers, bref, j'en passe. On sert plus de 14 500 repas pendant le rallye. Ces repas sont assurés par 80 cuisiniers marocains en cuisine et au service. Lors de la cérémonie de clôture qui se tient tous les ans à Essaouira, la ville accueille plus de 1000 personnes pendant tout un week-end. Le rallye Aïcha des Gazelles est largement médiatisé tant au Maroc qu'à l'international. 2M et Hit Radio sont les principaux partenaires locaux. Évidemment, on a d'autres partenaires, mais ce sont les partenaires officiels. En France, l'événement est relayé par TF1, M6, France 2, France 3, Chéri FM, mais l'événement est aussi énormément médiatisé en Afrique, en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Chine, au Portugal, en Grèce et il me semble en Angleterre. Le rallye fait rayonner le Maroc dans le monde entier, on va dire, en diffusant non seulement des vidéos de la compétition, mais également de très très belles images de l'arrière-pays, des gens, des autochtones, des traditions de chaque village traversé. C'est un rallye qui représente une très très belle promotion pour le pays. Je n'ai malheureusement pas de chiffres concrets à partager, mais peut-être juste quelques indicateurs de tendance. Sur les 30 dernières années, on peut dire que 81% des participants du rallye sont revenus avec leur famille au Maroc en vacances. En parallèle, depuis 2001, le rallye Aïcha des Gazelles développe ses actions en faveur des populations locales avec l'association Cœur de Gazelle qui s'appuie sur la logistique du rallye Aïcha des Gazelles pour mettre en œuvre des projets solidaires qui répondent aux besoins des populations locales. Merci à Madame Ebla Amour. Nous allons tout de suite voir le témoignage de Madame Leila Ouachi. La régie. Dakhla a connu ces 2 dernières années une croissance très très importante de 20% en termes à la fois de nuitées et également de capacité litière. Donc elle est passée de 3000 nuitées il y a 10 ans à aujourd'hui 16 200 nuitées en 2019. On a connu une petite baisse en 2020 de 40% à cause du Covid, mais avec une reprise très conséquente parce qu'on avait un taux d'occupation qui a avoisiné les 90% au niveau des différentes structures hôtelières de la ville. Et on est passé en capacité litière à près de 50% en plus ces 5 dernières années. On est passé de 900 lits en 2016 à aujourd'hui 2302 lits avec 2000 lits qui sont classés. Donc c'est pour vous y dire que tout ça ne s'est pas fait comme ça parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait à la fois au niveau de la destination et une des conséquences, ou je dirais un des bénéfices qu'on a tiré justement du championnat de Kitesurf Moulay Hassan que nous organisons maintenant depuis 12 ans, a été effectivement cette croissance de visiteurs internationaux. D'abord le marché français en premier, puis les Espagnols, puis les Italiens, plus d'autres marchés aujourd'hui qui ont permis à cette région de se développer parce qu'en parallèle, effectivement, on a, comme on l'a expliqué, on est passé en termes d'hôtels à presque le double par rapport à il y a 5 ans et surtout ça a permis de mieux faire connaître la destination comme étant une destination sportive, une destination touristique, une destination de sport nature. Donc nous avons 2 événements majeurs qui ont fait la promotion
qui sont justement Sahraouia et le championnat Moulay Hassan de kitesurf qui est une étape mondiale. Merci, Madame Leila Ouachi. Troisième et dernier témoignage de Monsieur Ali Horma. Bonjour, Ali Horma, directeur général de Marrakech Grand Prix. Ce petit message justement en direct du circuit de Marrakech où l'on se prépare à accueillir le Grand Prix de Formule électrique dans quelques semaines. Preuve, s'il en faut encore, que le sport et le tourisme sont indissociables. Tout simplement parce que le tourisme suit l'émotion. Il suit les événements culturels, les événements sportifs. C'est pour cela d'ailleurs que les villes, il y a une course, vraiment une course frénétique des grandes villes à accueillir les grands événements. La Formule 1, puisqu'on en parle, traverse des villes telles que Paris, Londres, Berlin, New York, Jakarta, Monaco. Toutes ces villes font partie d'un calendrier très éclectique de destinations pour lesquelles il est très important de recevoir des événements, bien sûr l'automobile, mais pas que, le tennis, le foot, le sport de manière générale, aussi la culture. Ce n'est jamais assez pour les villes qui ont compris l'intérêt du sport, le pari du sport, pour promouvoir leur destination. Et voilà, Marrakech ne fait pas exception, bien au contraire, la ville fait partie du top 5 systématiquement des grandes plateformes d'événements parce qu'elle offre quelque chose de magique, parce qu'il y a des professionnels qui savent produire au niveau des standards mondiaux. Et donc, nous faisons partie de cette groupe-là et nous avons à cœur, bien sûr, de continuer à préserver l'intérêt, l'importance de Marrakech dans cet échiquier. Voilà, je vous souhaite bonne séance et espère vous compter nombreux. Alors, je remercie vraiment les trois qui nous ont honorés par leur témoignage sur des événements de grande envergure. Donc là, on est passé d'Essaouira à Dakhla, puis à Marrakech, avec des événements qui, comme le Rallye Aïcha des Gazelles, qui existent depuis plus de 30 ans. Donc, il y a de la pérennité. Les Moulay Hassan existent depuis 12 ans. Donc, déjà, c'est une très bonne chose. Je voudrais avoir votre lecture par rapport à ces trois événements et à d'autres événements qui ont brillé au Maroc. Monsieur Mediskori. Bon, je connais, on va dire, deux des trois intervenants que je connais particulièrement pour avoir suivi de très près leurs événements, qui sont pour moi, à commencer par Ali Horma, qui a fait quelque chose d'exceptionnel à Marrakech. C'est une vraie fierté. Quand on est au Grand Prix de Marrakech, je peux vous le garantir, ayant fait d'autres Grands Prix à l'international, ça n'a rien à envier à n'importe quelle compétition à l'international. Je pense qu'il y a même la place pour aller chercher même de la Formule 1. Maintenant, ça demande des moyens qui sont beaucoup plus importants. Et là aussi, ça m'amène à redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sans moyens de l'État, des moyens assez importants pour qu'on puisse promouvoir ce genre d'événements et qu'on puisse les multiplier, parce que là, on en a quelques-uns, mais on n'en a pas des centaines au Maroc. Vous en avez quelques-uns qui sortent du lot, qui sont bien organisés, parce que là aussi, il faut qu'on en parle. Un événement qui réussit, c'est un événement qui est bien organisé. On ne peut pas tout de suite se dire je suis organisateur d'événements, je suis professionnel de tourisme. On peut pas. Voilà, c'est un métier à part entière. Donc c'est vraiment de vraie fierté. Maintenant, c'est de voir comment on pourrait développer ce genre d'événements un peu partout au Maroc. Il y en a certains qu'on connaît tous, mais qui ont besoin, je pense, d'aide de la part de l'État pour qu'ils puissent grandir. Et sans l'État, on ne pourra pas aller plus loin que ça. Donc en tout cas, je suis très fier de voir qu'on peut avoir ce type d'événement et que le potentiel est vraiment là. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur le plan événementiel au Maroc, sur le plan sportif. Alors, vous avez évoqué ma prochaine question, en fait, parce que la question qu'on se pose quand on voit des événements réussir au Maroc, des événements sportifs, et d'abord produire des emplois directs et indirects dans le tourisme et ailleurs. Donc, comment peut-on dupliquer à souhait ce genre de réussite ? Écoutez, il faut certainement passer à la vitesse supérieure. Nous sommes en 2022 et le sport et le tourisme doivent être stratégiques,
comme moteur de développement, d'image et de promotion des capitales touristiques marocaines, mais également des territoires en construction, en devenir. On a un tel capital de sites naturels. On a quand même la Méditerranée, l'Atlantique, faudrait-il le rappeler. Il faut passer maintenant à l'action. Mais pour passer à l'action, il va falloir trouver des financements adaptés. Et nous voyons que les grands organisateurs mondiaux qui ont des financements, qui ont des équipes même, où ils sont copropriétaires, ne sont pas encore attirés par notre pays d'une manière structurelle. Soit parce que les investissements sont finalement difficiles, soit qu'ils ne sont pas adaptés aux tendances, soit qu'ils sont lourds en répercussions fiscales, et peut-être même qu'il n'y a pas les emplois spécifiques et spécialistes. Mais le potentiel est énorme. Alors, la première des recommandations à faire, c'est qu'avec les moyens que nous avons, il faut qu'on calcule de plus en plus l'impact sur le tourisme et le territoire. Et je me rappelle que Mme Nella Tazi, quand elle avait fait son étude avec un grand cabinet de la place sur l'impact de Gnawa à Essaouira, elle avait dit que pour chaque dirham investi, la ville reprenait 7 dirhams. Donc c'était carrément du 1 pour 7. 17 dirhams, alors c'est 17 dirhams sur 1 dirham d'investi, il y a 17 dirhams. Donc il faut que les régions, les territoires, les élus, et je pense qu'il y a un travail à faire vis-à-vis d'eux. Vous savez, moi j'étais très jaloux de la ville d'Agadir, le conseil régional du tourisme, qui était parmi un des premiers qui aux grandes foires et salons que nous avons connus et qui existent encore pour partie, ils invitaient les élus locaux. Et plus ils invitaient les élus locaux, et plus ils traduisaient ces élus en ambassadeurs et avocats de la cause touristique. C'est tellement facile avec le sport. On a une Coupe du Monde qui se prépare à Doha, où notre équipe nationale est qualifiée. On a des grandes compétitions qui ont la chance de se dérouler au Maroc et pas loin, l'Espagne, Portugal, la France, l'Angleterre, l'Italie, et on n'utilise pas cette arme diplomatique pour pouvoir transformer les subsides de soutien financier, non pas que de l'Office du tourisme, ou que de la compagnie aérienne, ou que des entreprises nationales, mais également du territoire. Et les nouveaux élus, pourrais-je dire, dans les régions, la politique de région avancée et autonome pourrait permettre que chaque région soit fière et jalouse d'un grand événement sportif qui peut la faire se démarquer par rapport à l'intérêt touristique, l'intérêt des investisseurs, l'intérêt de l'image durable et responsable de la région, etc., etc., etc. Mais il faut y associer le citoyen. Alors, quand le citoyen n'est pas associé, il y a des mauvaises réactions spontanées, naturelles, qui ne sont pas très réfléchies. Mais vous voyez, le Aïcha Rallye des Gazelles, ils ont une fondation. Le Marathon des Sables, ils ont une fondation. Et le Sahraouia, ils ont également une action sociale et solidaire. Et je pense que ça doit marcher comme ça. Ça doit être de pair pour pouvoir s'incruster d'une manière dynamique, inclusive et avec un accueil de participation et non pas que de spectateurs des différentes régions. Bon, je dis ça spontanément, mais il y a des études en la matière. Et je crois que chaque région devrait créer ses assises régionales du sport et du tourisme. Voilà une idée qui peut commencer très petite et qui peut se voir grandir avec des spécialistes comme Simedi et tant d'autres qui pourraient appuyer les régions en ingénierie d'organisation de grands événements, parce que le grand problème, c'est qu'on fait souvent le premier événement, on s'essouffle un peu au financement du second, et on ne trouve pas les fonds pour le troisième, et on abandonne la bonne idée.
Mehdi Alaoui, vous qui êtes dans le sport, quels sont réellement les freins? Vous êtes dans ce métier. Quand quelqu'un essaye d'organiser des événements sportifs de petite, de moyenne ou de grande taille au Maroc, quels sont véritablement les freins? Bon, je ne vais pas encore revenir sur ce volet financement, mais c'est ce qui amène sur la table, c'est qu'on a une grosse problématique, c'est que le privé reste encore tabou malheureusement dans ce pays, dans certaines institutions. On ne doit pas faire d'affaires avec le privé. Les institutions publiques ne veulent pas faire d'affaires avec le public, le privé, dont c'est la spécialité. Donc vous vous retrouvez devant ces institutions qui vous disent clairement, excusez-moi, vous êtes un acteur privé, ben, on ne peut pas vous financer. Et alors, le privé est un acteur comme les autres, il devrait être un acteur comme le sont les institutions publiques, le milieu associatif. Si Esmane parle, oui, il y a une action sociale qui est derrière tous les événements dont on a parlé, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart de ces événements-là créent des fondations, des associations, parce qu'elles sont obligées de les créer, sinon elles ne pourraient pas avoir de subventions publiques. Voilà pourquoi on crée des fondations, des associations avant tout, parce qu'on a besoin de subventions publiques. D'ailleurs, toutes les institutions privées et publiques vers qui on va régulièrement, c'est une des conseils qu'on nous dit. On dit allez créer une association. Moi, en tant qu'acteur privé, est-ce que vous pensez que j'ai que ça à faire, que de gérer mon entreprise, d'aller créer une association par événement que je produis? Moi, je suis producteur d'événements parallèles. Donc, j'organise des événements pour des clients, mais je produis des événements qui sont les mêmes, les miens. J'ai 4-5 événements qui m'appartiennent, sur lesquels je n'ai aucune subvention publique, parce que je suis un privé, malheureusement. Donc ça, je pense que le partenariat public-privé devrait être quelque chose qui devrait être remis sur la table. C'est quelque chose qui fonctionne clairement dans d'autres secteurs. Dans le sport, malheureusement, on n'y arrive pas. Voilà, vous êtes un privé, allez créer une association pour pouvoir en bénéficier, alors que nous sommes des acteurs, nous sommes des spécialistes, nous sommes là pour dynamiser des régions, pour faire du social, parce qu'on fait du social aussi, on fait de l'économique, on attire des touristes étrangers, etc., etc. Mais c'est pas assez. Donc vous avez ça. Deuxième chose, vous avez besoin devant vous d'interlocuteurs qui ont pris conscience de l'importance du sport dans notre pays, dans le rayonnement touristique qu'on veut, etc. Donc quand vous avez, je vous le dis très clairement, je suis en train d'organiser un événement, une course sur une autre ville actuellement qui va avoir lieu dans 6 mois. Ben écoutez, ça fait 3 mois que j'ai écrit aux autorités de la ville en question, que je ne citerai pas, mais ça fait 3 mois qu'on me dit ouais, mais bon, c'est trop tôt. Pourquoi vous nous écrivez aujourd'hui? Attendez, un événement, ça fait 2 mois que je relance. Elle me dit, mais ça fait trop tôt. Vous voulez quoi, que je vous écrive une semaine avant? Un événement est organisé en moyenne 6 mois avant. Et en fonction de la complexité de la chose, on peut aller sur 1 an. Je suis organisateur du salon du sport qui est organisé annuellement sur Casa. C'est un événement qui est organisé c'est une production d'1 an, des équipes qui sont dédiées là-dessus pendant 1 an. Donc, vous avez besoin, que ce soit nous, en tant qu'organisateurs locaux, mais aussi étrangers, quand vous venez, vous devez avoir besoin d'autres interlocuteurs au niveau des autorités, au niveau des collectivités locales, au niveau des villes, etc., qui doivent être sensibles à la chose, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire par rapport à ça. Il faut qu'on prenne conscience, il faut que ce secteur-là soit perçu comme un secteur stratégique. Donc, ça commence par ça. Je ne vois pas d'autre moyen que de passer par ça. Nous sommes des acteurs privés, oui, on fait ce qu'on a à faire à notre niveau. Nous avons créé il y a 1 an une fédération pour réunir notamment tous les acteurs du secteur, entre autres pour faire en sorte que le secteur soit considéré comme un secteur stratégique, autant que le sont d'autres secteurs, qu'on puisse être entendu comme d'autres secteurs, etc. Et est-ce que, vous avez parlé de financement et de levée de fonds, est-ce que les événements sportifs ne sont pas assez exotiques ou assez attractifs pour le privé pour pouvoir les financer? Vous savez, le sponsoring dans notre pays est très particulier. Très, très particulier. Arrêtons de nous mentir, on est entre nous, on va dire. Vous pouvez avoir le meilleur projet sur Terre. Aller lever des fonds, même dans le privé, est très compliqué dans ce pays. Très compliqué. Je vais être très pessimiste, je vais vous le dire. Vous avez touché peut-être 10% d'acteurs privés qui vont vous suivre parce que vous avez un projet intéressant, mais le reste se fait à travers du réseautage, tout simplement. Arrêtons de nous cacher derrière ça. Donc,
Vous le faites comme vous pouvez. Voilà, c'est des montagnes qu'il faut escalader au quotidien. C'est très compliqué. On a décidé, nous, par exemple, de produire 5 événements. Eh ben, on fait ce qu'on peut avec les 10% qui nous suivent et qui sont fidèles. On arrive à générer de la billetterie qui nous permet de créer des événements, mais sans subvention publique. Donc ça, le business model est très compliqué dans ce pays. Donc quand vous organisez une course, parce qu'on va être amené à parler de marathon. Voilà, on parle d'événements d'ampleur internationale. À Boston, à New York, à Tokyo, on a 50 000 personnes qui prennent le départ. Comment on arrive à mobiliser à peine 3-4 000 personnes à Marrakech? Je ne blâme pas les organisateurs, parce qu'organiser et monter un vrai marathon, ça demande des moyens. Organiser un bon marathon, c'est des moyens, 3-4 000 personnes. Marrakech, qui est une ville internationale qui fait rêver dans le monde entier. On est à 2 heures de Paris et d'un certain nombre de capitales européennes. On arrive à peine à drainer 3-4 000 personnes, 5 000 personnes sur un marathon, sur une ville exceptionnelle. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc c'est là où je dis il y a un manque de stratégie globale où on doit, je pense, revoir tout ça. On ne parle pas uniquement que du marathon de Marrakech. Il y a un grand nombre d'événements internationaux qui sont au Maroc, qui peuvent drainer beaucoup de monde et qui ne peuvent pas passer un cap, qui ne peuvent pas grandir parce qu'ils sont limités, parce que le privé ne peut pas suivre tout seul, parce que la billetterie est aussi très compliquée. Pour revenir à la course, on organise une course dans une semaine, le 26 juin, qui est une course qui va accueillir 2000 personnes. Eh ben, vous savez, pour organiser une course avec 2000 personnes aux standards internationaux, ça demande des moyens. C'est pas le petit billet qu'on paye pour y participer, c'est-à-dire 100 dirhams par personne, qui va vous financer votre course. Donc, les gens viennent à votre course, ils s'attendent à avoir un événement de standard international, ils veulent avoir des choses qu'on ne retrouve pas à l'international, et vous essayez de le faire avec les moyens dont vous avez à disposition. Si je vous donnais les montants de sponsoring que proposent certains privés, il y a de quoi pleurer. Vous avez des sponsors qui vous proposent 30 000 dirhams, 40 000 dirhams, 20 000 dirhams. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va développer tout ça. Donc si aujourd'hui le privé n'a pas pris conscience de ça, il faudrait que le public aujourd'hui se réveille et si Ismaël a parlé tout à l'heure d'études d'impact, ça c'est essentiel. Aujourd'hui, vous allez en France ou ailleurs, vous allez leur demander quel impact a eu Roland-Garros cette année ou l'année d'avant, quel impact a eu la petite course dans la petite région, dans le petit patelin. On va vous dire voilà l'impact qu'elle a eu. Donc du coup, tous ceux qui ont financé cet événement savent ce qu'ils vont en faire l'année suivante. Le financement public, on saura quoi en faire l'année prochaine. Est-ce qu'on leur rajoute un peu plus? Est-ce qu'on leur enlève? Aujourd'hui, on n'a pas ça. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel impact ont la plupart de nos événements. On décide, à part quelques événements, Ali Harma est capable de vous dire aujourd'hui, au dire après, ce que ça a apporté à Marrakech. Mais par contre, sur le reste, aujourd'hui, on voit on va parler du Tour du Maroc cycliste. J'aimerais bien connaître l'impact. On n'en a aucune idée. Pourtant, c'était l'un des plus grands événements sportifs il y a une trentaine d'années. Le Grand Prix Hassan de tennis qui est à Marrakech, aujourd'hui, a quasiment disparu des radars. Pourtant, il accueille des top 10 mondiaux, des top 20. Quel impact! Donc ça, c'est une vraie stratégie qui devrait être abordée par tous les intervenants qui est de l'écosystème sportif et touristique de ce pays. Et justement, est-ce que vous avez déjà essayé, en tant que professionnel de sport et aussi du tourisme, est-ce qu'il y a eu déjà un semblant de rapprochement pour faire ce type d'études d'impact du tourisme sportif? Alors, je vais vous dire une chose. Il y a déjà quelque chose la plus urgente aujourd'hui, sur laquelle on est en train de travailler en tant que fédération, c'est que nous ne savons même pas ce que pèse notre secteur. C'est malheureux à dire. Notre première urgence au sein de notre fédération, c'est de lancer une étude. Elle est en cours d'étude, elle est en cours de lancement. La semaine prochaine, on signe une grosse convention avec un organisme de coopération internationale pour justement voir ce que pèse l'écosystème sportif au Maroc. Ça, c'est la première chose, on n'en sait rien. Ensuite, vous savez, les études d'impact devraient être demandées par ceux qui financent. C'est aussi simple que ça. Je te donne de l'argent,
ben moi je vais avoir une étude à la fin pour savoir si mon argent a été voilà, quand j'organise une grosse compétition, je suis une institution publique, ben je te finance, je te donne 10 millions de dirhams. Ok, pour que je te suive l'année prochaine, moi je veux savoir quel impact ça a eu. Donc ça devrait être une des conditions imposées par les organisateurs, que ce soit privé ou public. Même celui qui donne 30 000 dirhams devrait savoir où son argent a été, quel impact il a eu. Donc c'est une culture à mettre en place qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on est forcé de passer par là. Et puisqu'on parle du sport et du tourisme, qu'attendez-vous des professionnels du tourisme pour vous aider à aller dans ce sens, à faire des études d'impact, à pouvoir prouver que le tourisme sportif, c'est quelque chose de... ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité et que ça peut booster une destination et voilà quoi. Qu'attendez-vous des professionnels du tourisme? Alors moi je pense déjà qu'on est encore plus proche qu'avant. Enfin, on l'est de plus en plus, on l'est depuis le début du Covid. Pour 2 raisons essentielles. On est très très liés, on n'a jamais été aussi liés ensemble dans le passé. Parce que le Marocain, pour moi, a découvert 2 choses durant le Covid. Il a redécouvert le sport. Les Marocains n'ont jamais fait autant de sport que depuis qu'on a eu le Covid. Mais vous regardez dehors, regardez les chiffres, demandez les chiffres aux salles de sport, c'est exceptionnel. Et le Marocain a redécouvert son pays. On a été bloqué pendant 2 ans, on n'a pas pu aller ailleurs. On a tous redécouvert des régions où on n'a jamais mis les pieds. Et donc on s'est dit, tiens, tant qu'on y est, on a commencé à découvrir le sport, on a commencé à aimer le sport davantage, allons faire de la randonnée. Allons faire du canyoning, allons faire de la plongée sous-marine. Donc c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles, qui ont pris une ampleur, à mon sens, énorme depuis le début du Covid. On le voit, d'ailleurs les professionnels du secteur, ceux qui sont spécialisés là-dedans, ont explosé, leur nombre a explosé. Mais aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez des dizaines, des centaines d'offres de week-ends randonnées, de week-ends pour faire plein de choses. D'autant plus que la nature nous a gâtés, heureusement, dans ce pays. On a été très gâtés par la nature. Ce week-end, je peux aller faire une randonnée. La semaine prochaine, je vais aller faire de la plongée sous-marine. Et je peux, la semaine d'après, aller sauter en parachute. Donc, nous sommes à une période très délicate, à un tournant aussi. On est 2 secteurs qui ont pris un sale coup, il faut le dire. On a vécu des moments très difficiles. Donc, on est passé par la même crise. Et je pense qu'on est obligé de grandir ensemble, d'évoluer ensemble et de dépasser cette crise. Et si on a cette prise de conscience chez nous, en interne, et qu'on arrive ensemble à faire changer cette vision des choses, cette vision stratégique auprès de l'État, je pense qu'on pourrait faire de très belles choses. Le secteur pourrait en gagner énormément. On pourrait devenir une vraie destination sportive. Je ne parle pas d'événements internationaux, je parle d'attirer le sportif acteur qui va venir faire de la randonnée, passer, voilà, parce que l'événementiel, les grands événements internationaux, c'est quelque chose de très particulier. Voilà, mais par contre, ce qu'on peut faire tourner au quotidien, qui va faire tourner nos hôtels au quotidien, c'est ce sportif qui a envie d'aller passer un week-end 3 jours à Marrakech, mais qui va en profiter pour faire le marathon de Marrakech. Celui qui va venir pour aller dans le désert d'Agafay, mais qui va faire une petite randonnée pas loin, etc., etc. Et ce type de public, aujourd'hui, même à l'international, ça a explosé. En Europe, les chiffres sont incroyables. Alors, je poserai la même question, mais différemment à vous, Tzman Cherif Alami. Loin des événements de grande taille, est-ce que le Maroc a du potentiel pour justement organiser des petits événements qui met à longueur d'année pour justement remplir les hôtels, pour créer des emplois dans des localités lointaines. Je sais qu'au nord, il y a eu il y a 2 semaines un triathlon, il va y en avoir un autre, si j'ai bien compris, cette semaine. C'est des petits événements, mais qui boostent quelque part ces localités. Donc,
d'une part, est-ce que le Maroc a du potentiel pour faire ça? Et ensuite, qu'attendent les professionnels du tourisme des professionnels du sport? Qu'est-ce qui manque pour que ce petit, ce segment puisse prendre de l'ampleur? En fait, on pourrait effectivement suggérer aux instances nationales du tourisme et du sport, du secteur privé et du secteur public, d'établir peut-être déjà un benchmark sur ce qui se fait. Et vous avez bien parlé de triathlon. À l'Arrache, la semaine prochaine, il y a plus de 400 personnes et les hôtels sont tous pleins pendant 3 jours. Une grande manifestation de triathlon et félicitations à la ville de l'Arrache et aux organisateurs. Nous avons notre ami président de l'association des véhicules classiques qui part avec une 50aine de voitures anciennes vers Fès, Tétouan, Chaouen, Tétouan, Tanger, et il atterrit à Azila. Donc, il y a effectivement ici et là des exemples où le sport mécanique, par exemple, et le sport et le tourisme d'hébergement est parfaitement lié. Et c'est très apprécié quand c'est planifié sur 2, 3, 4, 5 ans, et que même si on doit faire des efforts tarifaires, donner des chambres gratuites et de soutenir la manifestation la première et la deuxième année, on aime bien avoir ce retour d'investissement la troisième et la quatrième année. On a vécu une petite expérience, évidemment, à sortie Covid, on n'était peut-être pas très inspirés, mais dans un de nos clubs à Marrakech, on a accepté de lancer les grands tournois de tennis agréés par la Fédération internationale de tennis et la Fédération royale marocaine de tennis. En fait, on s'est aperçu qu'il y a des grandes destinations comme Sharm el-Sheikh, comme Antalya, comme Djerba en Tunisie, qui depuis 10 ans reçoivent dans leurs unités d'hébergement à peu près, je ne sais pas moi, 1000 nuitées par mois, parce que ces joueurs de tennis qui sont 100e, 80e, 50e ont besoin de points pour aller vers les top 50 ou les top 100 et gagner des grands tournois. Ils ne sont pas immédiatement acceptés. Alors on a essayé de faire ça. On n'a pas eu le nombre de nuitées nécessaires à équilibrer nos comptes. Mais je pense qu'on va refaire nos études et on va revenir. Parce que ça a donné une image à notre club. Ça a donné, comme il a été dit, des joueurs qui sont revenus avec leurs familles, ou les familles des joueurs qui ont été impressionnés par les installations touristiques de Marrakech et qui n'avaient pas idée de ce que ça pouvait les intéresser avec les prix qui sont commercialisés. Donc, oui, il faut créer un nouveau contrat, un nouveau challenge, sport et tourisme. Je me rappelle que dans la vision 2010, on avait pris les exemples de Antalya avec ses cinquantaines ou centaines de terrains de football agréés FIFA et qui reçoivent les grands clubs, les universités, etc. Il y a un monde qui est potentiellement bienvenu au Maroc, ne serait-ce que les athlètes des universités européennes. C'est 20 000, 30 000, 100 000, 200 000 clients potentiels. Donc on est à la fois dans de la niche, comme vous l'avez demandé d'exprimer, et dans de la rentabilité, de l'image avec du retour sur investissement. Pour chaque localité, pour chaque région, pour chaque ville. Et il est temps que les élus, les politiques, les autorités redonnent une véritable confiance et stratégie à la réalisation et l'organisation d'événements sportifs. Il est temps qu'à Rabat, à la capitale, il y ait une commission nationale, sport, tourisme, ministère de l'Intérieur, environnement, finances, qui puisse chaque mois recevoir éventuellement les organisateurs divers et variés du Maroc et de l'international pour coordonner, planifier, financer et aider officiellement. Parce que des fois,
quand l'autorité y voit un mini-risque, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité et de l'ordre public, n'ayant pas peut-être les outils et les moyens disponibles, ils peuvent abandonner. Donc effectivement, il y a eu, malheureusement on va dire, mais heureusement, grâce au Covid, toute cette ambition autour du sport. Les Marocains, peut-être, s'il y en avait un qui faisait du sport, il y en a eu au moins, peut-être sans me tromper, je dirais même 100. Et effectivement, je voudrais juste vous citer quelques opérateurs du tourisme qui, au Conseil régional du tourisme de Casablanca, nous ont envoyé des petites vidéos. Ils ont fait une sortie trekking dans la région de Stade toute une journée. Et il y avait un coach, il y avait un organisateur. Les autres sont partis louer à Ben Slimane des grosses motos ou avec leurs motos et ont utilisé des pistes reconnues par un coach, un spécialiste, de 4 heures de raid en moto dans la région de Ben Slimane, avec même en prime la visite d'une caverne avec des dessins rupestres de 3000 ans. Donc il y a des choses juste à côté, magnifiques. Évidemment, on ne parlera pas de toutes les côtes maritimes, et les jeunes surfeurs connaissent, quand on leur dit la bobine, ils savent où est-ce qu'elle se trouve, cette vague annuelle. On voit la plage de Indiab qui se structure, mais timidement d'après moi, avec à peine 2 petits clubs de surf. Et tous les jours, surtout pendant les vacances scolaires, on envoie des jeunes. Et c'est ça aussi, le sport pour tous, ça doit commencer par les jeunes et peut-être remettre l'éducation sportive dans les écoles primaires, puisque je pense que vous le savez, ça n'existe toujours pas. Et, par contre, si il y avait 1000 coachs sportifs, on nous dit qu'aujourd'hui, il y en a plus de 80 000 qui ont été ou formés ou accédé à des diplômes certifiants dans tout le royaume. Et peut-être que ces fitness clubs, peut-être que ces clubs sportifs, peut-être que cette attractivité au sport a créé également des débouchés pour devenir coach sportif, même sans diplôme. Et on voit notre ami Amin Ziriat avec Tibu, qui a pu réaliser une jonction exceptionnelle entre les jeunes qui n'ont ni stage, ni diplôme, ni emploi, et qui, après une formation de 8 à 12 mois, deviennent coach certifiés en sport et rentrent tout de suite dans les grands hôtels-clubs pour y travailler normalement. L'inclusion grâce au sport a été effectivement bien réussie par Tibu. Alors, moi, je reviendrai sur ce dernier point. La vérité, moi, je pensais qu'on avait besoin encore de coachs ou d'accompagnateurs pour le sport, pour les activités dans les hôtels-clubs, pour organiser des petites sorties ici et là. Visiblement, est-ce que je me trompe ou on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut en termes de ressources humaines qualifiées pour le sport et pour le tourisme sportif. Simedi. Avant de répondre à cette question, si je peux juste me permettre, parce que ça c'est quand même important, parce que je reviens à ce cas d'Antalya. Antalya ne s'est pas faite toute seule. Hein. Il y a une vraie stratégie. L'État a décidé un jour d'en faire une vraie destination touristique et en même temps une vraie destination touristique pour les équipes étrangères. Et on a investi là où il faut, on a aménagé les terrains qu'il faut pour quelque chose de bien précis. Ce qui est malheureux ici, c'est que dans notre pays, c'est que c'est pas un problème de moyens. C'est encore une fois un problème de vision. C'est qu'on investit aujourd'hui, on investit beaucoup d'argent dans de l'infrastructure qui ne sert pas forcément les objectifs qu'on veut atteindre. On a malheureusement, il faut le dire, on a un petit peu une petite folie des grandeurs. On va avoir le plus grand terrain, la plus grande piscine, on veut avoir le plus grand champ de course, etc., etc. On le voit, par exemple, à Tanger, par exemple. Si vous visitez la Cité des Sports à Tanger,
Mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est contrairement à ce qui se fait ailleurs, c'est qu'ailleurs, avant de construire quoi que ce soit, on réfléchit, on échange avec les acteurs du secteur et on voit qu'est-ce qu'on veut en faire. Ici, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On construit un stade, on l'inaugure, et on se dit maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Et on se retrouve avec des infrastructures, d'énormes infrastructures qui ne servent à rien, qui sont très compliquées à gérer et qui ne sont pas adaptées aux besoins. On l'a vécu sur tous les grands stades qu'on a aujourd'hui au Maroc. Et la Cité des Sports, pour ceux qui ne connaissent pas, alors la Cité des Sports, on a un stade de 45 000 places qu'on est en train d'agrandir, qui va passer à 70 000. On a un cours central de 3 ou 4 000 places. Oui. Ouais. Avec une dizaine de cours, qui n'a jamais servi. Ça fait des années qu'il est opérationnel, mais il n'a jamais servi. Donc, je ne sais pas, celui qui s'est dit le premier jour, on va construire un cours de 4000 places, peut-être qu'il voulait monter un Grand Prix ATP, mais sauf que pour accueillir un Grand Prix ATP, c'est impossible, c'est pas comme ça que ça marche. Vous en avez un au Maroc, et encore, il y en a qui veulent nous le piquer. On a 2 salles omnisports juste à côté, de plusieurs milliers de places, on a une grande piscine qu'on vient d'inaugurer, et on continue de construire. Et on se demande... les jeunes, où est-ce qu'ils vont aller faire leur sport? On n'arrive pas à financer des organisateurs d'événements, des organisateurs de marathons, etc., etc., etc. Donc, c'est cette vision stratégique, malheureusement, qui revient toujours sur la table. Aujourd'hui, notre secteur, je parle en tout cas du secteur sportif, je pense beaucoup moins pour le tourisme, n'est pas considéré comme un secteur stratégique au Maroc. Qu'on le veuille, non, c'est une réalité. Ça commence par... aujourd'hui, nous n'avons pas un ministère délégué. Ça fait des années que nous le demandons, que les acteurs du secteur, les professionnels du secteur, demandent à avoir un ministère délégué au sport. Quand on n'a pas de ministère délégué, on a un ministre à qui on donne 3, 4, 5 portefeuilles, mais bon, qui n'arrivent pas à gérer, ou on se retrouve avec des profils qui n'ont rien à voir avec notre secteur. Alors, quand vous n'avez pas un interlocuteur qui n'a rien avec votre secteur, ben, très compliqué qu'il y ait de l'échange, qu'on puisse développer des choses ensemble, etc. Donc voilà, le secteur, malheureusement, le sport aujourd'hui reste considéré comme un loisir. C'est les matchs Tiran, c'est le nas qui c'est les salles de sport. Or, on est un secteur qui emploie beaucoup de monde, on paye nos impôts, on joue un grand rôle, on a joué un très grand rôle pendant le Covid. Je pense que l'État est passé à côté de la plaque sur ce sujet-là. L'État aurait pu utiliser le sport comme barrière face au Covid. On ne l'a pas fait. Voilà, donc le sport peut jouer un rôle beaucoup plus important que ça dans notre pays. Et pour revenir à votre question que j'ai complètement oubliée, j'en suis désolé. C'est pas grave. Alors, justement, vous avez dit qu'on construit et que derrière, on ne pense pas à comment on va utiliser. Donc, en fait, vous parlez de l'animation et je pense qu'on peut dupliquer ça sur plusieurs segments, pas que sur le sport. Mais justement, cette animation, eh ben, elle passe par des RH formés, par une stratégie claire pour ce sport et pour ce tourisme sportif. Donc, est-ce que, d'abord, la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce qu'on a des RH qualifiés dans le domaine du sport? Alors, je vais vous dire une chose. Suffisante. On est un secteur, alors en tout cas, je parle pour moi et pour tous les membres de notre fédération, ceux qui travaillent dans le milieu sportif travaillent par passion. Et on a un avantage par rapport à beaucoup d'autres secteurs, c'est qu'on a décidé de travailler dans le sport parce qu'on aime le sport, on a envie de vivre de ce secteur qui est très complexe, qui est très compliqué, etc. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de bosser dans ce secteur, qui fait rêver, qui passionne. Aujourd'hui, on a 2 types de profils. Il est très compliqué de trouver ce qu'il faut. On a 2 types de profils. Le premier profil, c'est des managers. On reçoit énormément de CV, malheureusement, qui ne répondent pas aux besoins du marché. Et on continue à former à longueur de journée, d'années.
et on reçoit des CV, malheureusement, quand on leur passe des entretiens. Je pense que ceux qui forment aujourd'hui devraient revoir les choses, devraient se rapprocher davantage de ceux qui vont recruter pour voir quels sont leurs besoins. Il ne suffit pas d'annoncer des chiffres chaque année, de nous dire j'ai formé X milliers de personnes. Ok, mais combien travaillent dans le secteur? J'en vois des tonnes qui passent par chez nous et qui se retrouvent à aller bosser à la banque, qui travaillent ailleurs parce qu'ils ne répondent pas au marché. Donc on est obligé d'aller prendre des profils qui n'ont pas été formés là-dedans, qui sont généralistes et qui peuvent faire l'affaire parce qu'ils font plus l'affaire que d'autres. Et ensuite, vous avez aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui est devenu coach. Tout le monde est devenu coach. J'ai même des amis qui sont devenus coachs. Je suis désolé, ils vont voir ça, mais vous savez, coach, c'est lié, il y a du médical là-dedans, on ne peut pas s'improviser tout de suite coach du secourisme, etc. Donc je pense que ça, les pouvoirs publics devraient s'intéresser à ça, qu'on mette en place des formations certifiées. Et voilà, on ne peut pas devenir coach juste comme ça, on ne peut pas non plus devenir guide juste comme ça. On a la responsabilité d'emmener un groupe de personnes en montagne. Ok, si j'ai un problème de santé avec un de mes touristes, je fais quoi? Voilà, je pense qu'il y a un vrai problème de RH. On en est conscient, nous, dans le secteur, en tant qu'acteurs privés, on sait qu'il y a un vrai problème de RH, sur lesquels on essaie de travailler avec des acteurs qui sont dans de la formation, etc. Et le développement de notre secteur passe aussi par le développement des RH. Et justement, quelles seraient les actions à enclencher pour pallier à ce problème en fait, d'inadéquation entre les profils et les postes, et les fonctions demandées? C'est très simple, il faut que tout le monde se mette autour de la table et qu'on échange, qu'on se parle et que nous, en tant que recruteurs de demain, qu'on vous dise clairement ce dont on a besoin. Voilà, les profils dont on a besoin. On peut intervenir, nous sommes prêts à venir intervenir gracieusement s'il le faut dans des programmes de formation pour qu'on puisse justement élever le niveau de ces futurs managers du sport marocain. On est prêt à le faire. Et le public doit aussi jouer son rôle. C'est que le public aujourd'hui forme. Il faut voir aussi le niveau. Il n'y a pas que le privé qu'il faut pointer du doigt, le public aussi. Donc il y a un vrai niveau à tirer vers le haut, que ce soit dans le public et dans le privé, en termes de formation, et qui nous affaiblit au quotidien. Il nous arrive très souvent d'aller recruter du monde de l'étranger pour venir bosser chez nous. Pourtant, on a beaucoup de Marocains qui sont très bons, qui excellent à l'international, qui sont dans notre secteur. Il y en a un qui est à Manchester United, il y en a un qui sont dans plein de confédérations internationales. Et ils sont excellents, mais sauf qu'aujourd'hui ici, qu'est-ce que vous leur proposez comme salaire pour les attirer? Quelle fonction vous leur proposez? Voilà, ces gens-là, il faut aller les drainer. Autant on l'a fait dans d'autres secteurs, on a bien attiré des spécialistes du management, du tourisme, dans plein de secteurs. Dans le sport, je pense qu'il est temps d'attirer au Maroc tous ces cerveaux qui sont aujourd'hui en train de cartonner, malheureusement, dans plein d'autres pays. Etzmen Alami, dans les structures d'hébergement que vous dirigez ou dans d'autres que vous connaissez, est-ce que vous ressentez cette problématique RH formée, qualifiée pour le tourisme sportif? Oui, parfaitement, parce que, comme vient de le dire Silmedi, que ce soit le coaching ou l'animateur sportif, pour les enfants ou pour les adultes, il y a toute une notion psychologique, culturelle, d'attitude même, qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit ou qu'on le pense. Et c'est vrai que les formateurs se sont réalisés sur le tas, mais on voit ici et là des diplômés, soit des écoles de l'État, et qui sont coachs dans des établissements publics et qui viennent faire des extra time dans les entreprises ou dans les unités hôtelières
pendant les vacances scolaires, par exemple, ou les grandes vacances. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique de formation. Maintenant, moi j'ai envie de dire que le sport et le tourisme doivent être liés par un contrat win-win, gagnant-gagnant, dans les 12 régions, au niveau de la nation. Nous voyons quand même que grâce aux différentes influences et hautes sollicitudes, un sport comme le football, par exemple féminin, est en train de trouver un certain résultat national et international. On voit que la grande académie de Rabat Marmora, elle est vraiment au standard international, et toutes les grandes équipes qui ici ont produit, ont applaudi, n'ont même pas eu de doute à dire que c'est aussi beau que les grandes académies des grands clubs européens. Maintenant, ça c'est le football, le sport roi au Maroc. Et c'est dommage qu'après ça, on dégringole. On arrive au 10e étage, 12e étage avec beaucoup de fierté. Et puis quand on regarde les autres sports, ils ne sont même pas au premier ou au 2e étage. On a eu l'athlétisme avec ses stars, puis qui est retombé. Il ne faut pas oublier aussi la médecine et le sport, parce que les rumeurs qui se sont plus ou moins avérées sur le dopage au Maroc de certains athlètes, à Ifrane en particulier, dans certaines grandes magazines d'ailleurs du Maroc où des enquêtes avaient été faites, ont perturbé, on va dire, d'une certaine manière, l'essor de ces sports. On voit qu'en équipe nationale, il y a le foot de salle et il y a le football en plein air, et sans me tromper, à peine on voit ici et là une golfeuse qui est primée dans les tournois arabes de golf, une tennis man ou woman qui arrive à se classer dans des tournois ATP. Dans l'athlétisme, de temps en temps, on a une star qui revient avec une médaille d'or. C'est largement insuffisant, effectivement, largement insuffisant. Et s'il y a un message à envoyer à nos amis du tourisme, du ministère, de l'Office, c'est qu'à la sortie de cette Covid-19, c'est aussi important d'investir dans un beau salon à Dubaï que peut-être investir dans un beau tour cycliste marocain. Quand nous voyons les images du Giro italien ou de la Vuelta espagnole ou de le Tour de France, c'est une magie des images au profit du sport, le cyclisme et le tourisme du terroir. Et c'est franchement quelque chose sur lequel on peut surfer. Il faut surfer sur la vague. Et la vague, elle est là. C'est nos environnements, c'est nos régions. Et le Marocain est sportif. Le Marocain est quand même sportif. Il faut aller sur les plages maintenant que le beau temps est revenu et voir le nombre de jeunes et moins jeunes qui s'attellent à faire du sport. Alors, je voudrais que vous nous donniez peut-être 2 ou 3 éléments qui vous semblent très importants dans la co-construction entre le sport et le tourisme d'une stratégie nationale ou régionale pour booster ce segment de tourisme sportif. Oui, on a créé les RIPT qui n'ont pas eu le succès voulu. C'était pour les Biladi Club, les résidences immobilières à promotion touristique. Il faudrait créer les RIPS, les résidences immobilières pour la promotion du sport, avec le tourisme. Et en effet, quelqu'un qui construit 60 chambres adaptées pour les grands sportifs, avec des salles de kinésithérapeutes, avec des salles de cours, donc des véritables hôtels, académies, sur un sport bien spécifique, le golf, le tennis, le football, l'athlétisme, le cyclisme, on devrait leur donner des dispositions sur le terrain déjà, on devrait leur offrir le terrain. Quand il parle, s'il me dit de Antalya, il faut savoir
Antalya toute seule, c'est le nombre de lits du Maroc tout entier. Et quand la Turquie venait nous voir en 1980-84, en voyant les villes impériales, le tourisme marocain, la qualité de cette destination, et qu'ils n'étaient même pas à 5 millions de touristes, même si Antalya, le Cappadoce, etc., c'était vraiment connu. Mais aujourd'hui, ils visent les 40-60 millions de visiteurs étrangers. C'est une économie dans l'économie. Après, certes, il ne faut pas trop bouleverser la biodiversité, l'environnement, les énergies naturelles, comme l'eau, etc. Mais franchement, il faudrait créer des lois fortes et qui puissent bousculer l'investisseur pour l'attirer vers l'hôtellerie, le sport, les unités d'hébergement et le sport, et faire profiter les athlètes professionnels, les athlètes amateurs et les visiteurs marocains et étrangers. Je pense qu'il faut des politiques audacieuses. Je trouve qu'à la sortie de Covid-19, on a été pendant 2 ans résilients, on a été pendant 2 ans solidaires contre cette épidémie, et je trouve qu'à la sortie, on n'est plus autant solidaire, autant ambitieux, autant audacieux, et notre Parlement devrait faire du sport pour se bouger les méninges et trouver dans les lois des finances qui se ressemblent année après année, non pas un litre d'essence qui frôle les 20 dirhams bientôt, mais trouver un litre de bonne énergie grâce au sport. Et voilà, maintenant on a des villes tout entières qui font du vélo et qui ont des tours de visite en vélo. Et vous ne serez pas surpris, dans les grandes capitales européennes, de voir des groupes de 30-40 cyclistes amateurs des pays scandinaves qui viennent avec leur vélo, enfin ils ont pris le train certainement ou l'avion, mais qui après, dans le pays, restent une semaine et tout à vélo. Voilà, ça c'est des images de très très bonne diplomatie internationale pour une destination touristique. Et d'ailleurs, le sport contribue à améliorer l'image d'un pays, à améliorer l'image avec ses différences, avec ses problèmes, avec ses côtés négatifs, justice, corruption. Voilà. Alors, organisons-nous là-dessus et faisons que parallèlement, le sport, alors tout à l'heure on parlait des fitness, etc., on se rappelle les pays de l'Est où c'était gratuit et obligé d'aller faire son cours de natation, d'aller faire son cours d'athlétisme, d'aller faire son cours de yoga. Et on retient aussi peut-être un petit peu, avec un joli clin d'œil, un pays comme Cuba, qui avait ses positions politiques que nous ne discuterons pas ici, mais qui, au niveau sportif, a des grandes équipes de basketball, des grandes équipes d'athlétisme et de jeux américains baseball. Voilà. Donc, le Maroc, le Royaume du Maroc, doit aujourd'hui avoir une politique, une véritable politique sportive politicienne. Je pense que c'est là, car sinon, on n'y arrivera pas. Média Alaoui. Quels sont les éléments pour une stratégie nationale ou régionale ? Il y a une image qui me revient, parce que la force de l'image liée au sport est exceptionnelle. Hier, j'étais sur Twitter en fin de soirée et je vois un joueur NBA qui tweet une image, une vidéo d'un match de basket au Maroc. Oui. Et voilà, le gars se posait la question, est-ce que c'est possible ? Le gars, il est en NBA, il se dit la ferveur qu'il y a dans un match au basket au Maroc, est-ce que c'est possible ? Et le tweet a été tellement relayé, les gens n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. Et j'ai essayé de voir les réponses à ce tweet, et je me dis, mais ça, c'est sur ça qu'il faut capitaliser. La force de l'image. On a un public exceptionnel, au-delà des incidents qu'on peut avoir. Oui. On voit bien le président du CRT Casastats. Donc ça, je pense que tout le monde a compris que le sport, la force du sport, c'est qu'il rassemble, c'est qu'il passionne, c'est qu'il crée une émotion qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs.
Et ça, si on peut l'utiliser pour faire rayonner le tourisme et d'autres secteurs, ben, utilisons-le. Donc créer des stars, c'est ça ce que vous voulez dire? Non, c'est Vous les accompagner plutôt d'abord, que les il créer. faut qu'on se mette en tête, on parlait de Cuba, le sport doit être un droit, une culture. C'est qu'il faut que tous les Marocains aient la possibilité d'aller faire du sport. On réfléchit, parce que dans le tourisme, vous l'avez déjà fait, mais on réfléchit au sein de notre fédération, travailler éventuellement sur un chèque sport santé, par exemple, pour inciter justement le Marocain à aller s'équiper avec de l'équipement de qualité, d'avoir les moyens d'aller dans une salle de sport, etc. Donc, il faut qu'on puisse faire en sorte que le Marocain fasse du sport dans de très bonnes conditions. Ça, c'est essentiel. Ensuite, pour revenir à la partie événementielle, on l'a dit, on est gâté par une géographie exceptionnelle, par des sites exceptionnels. Maintenant, à nous de saisir l'occasion et de capitaliser là-dessus à travers l'organisation d'événements exceptionnels dans des endroits, dans des lieux exceptionnels. C'est ça ce qu'il faut faire. Et c'est pas énorme, les moyens sont là, on arrive bien à construire les plus grands stades d'Afrique, les plus grandes arénas d'Afrique, on arrive à drainer des coachs, on ne sait pas s'il sera encore là dans les quelques jours à venir, avec des salaires mirobolants, tout ça. Donc ce n'est pas un problème de moyens, c'est juste un problème de stratégie. Et pour finir sur la partie sport et tourisme, moi je pense, et j'appelle mon ami Chérif Alami, on peut envisager, réfléchir ensemble à monter des assises sport et tourisme. Et c'est ça ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que nos acteurs à nous, l'écosystème sportif et touristique, qu'on se mette tous autour de la même table et qu'on réfléchisse, qu'on se prenne 2 jours, 3 jours et qu'on puisse ensemble, acteurs publics, privés, associatifs, il faut qu'on se mette tous autour de la même table et voir comment le sport peut faire en sorte que le pays puisse en profiter, notamment sur le plan touristique, économique, etc. Merci Mehdi Alaoui. En fait, je voudrais qu'on passe tout de suite à la rubrique Out of the Box, que nous faisons en partenariat avec l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger. Et donc, on va lancer tout de suite la vidéo où il y a un étudiant de l'ESIT qui va vous poser des questions. Régis, s'il vous plaît. Bonjour, c'est un immense plaisir d'être parmi ce panel de grands professionnels du tourisme et de représenter mon institut dans cette émission qui fait face aux défis à relever pour tirer l'industrie touristique vers le haut. Donc ma première question, c'est pensez-vous que l'organisation d'un événement sportif contribuera à l'amélioration de l'attractivité d'une destination touristique? Et ma deuxième question est, surtout après les informations divulguées que le Maroc va porter candidat à la Coupe du Monde 2030, donc selon vous, est-ce que nous possédons l'infrastructure d'accueil hôtelière, routière et ferroviaire pour organiser une telle compétition mondiale? Mehdi Alaoui. Ce qui est sûr, c'est que les événements mal organisés, en tout cas, ils sapent l'image d'un territoire et d'une ville et d'un pays. Ça, on a pu le voir sur pas mal d'occasions. On a pu le voir lors de la Coupe du Monde des clubs, une fameuse cérémonie qui a été très mal perçue et qui a fait le tour du monde. On le voit avec les images du marathon de Casa qui reviennent chaque année et qui sont catastrophiques, et qui ne vendent pas l'image d'une ville dynamique qu'on veut vendre. Ce qui est sûr, c'est que ça sape en tout cas l'image. Et quand vous organisez, vous réussissez, quand vous voyez à l'international des images du marathon des sables, les gens ont envie de débarquer très vite au Maroc. C'est exceptionnel. Quand vous voyez le rallye Aïcha des Gazelles, c'est magnifique. Les paysages sont magnifiques. Quand on voit, voilà, c'est sûr que ça développe forcément l'attractivité d'un territoire. Pour la Coupe du Monde, écoutez, bon, je ne parlerai pas de la partie hôtellerie, est-ce qu'on a les moyens ou pas. Je laisserai Sietman répondre. Moi, je pense qu'on est en train de courir derrière un lièvre qui est trop rapide pour nous et qu'il faudrait arrêter de rêvasser. Moi, en tout cas, c'est ma perception des choses. Est-ce qu'on est capable d'organiser tout seul? J'en suis pas sûr, malheureusement.
C'est le professionnel du secteur qui parle, c'est l'organisateur d'événements qui parle, et il faut qu'on arrête, quoi. Par contre, l'organiser avec le Portugal et l'Espagne, ça je vous dis, il faut le faire. Mais ceux qui ont été en Russie sur la dernière Coupe du Monde, est-ce qu'on est capable de faire la même chose? Moi, en tant que professionnel du secteur, je ne suis pas capable de faire pareil. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de moyens à mettre en place, etc. C'est une culture, c'est beaucoup de choses. Moi, je pense qu'on devrait aller crescendo. Je pense qu'on devrait aller cibler certaines autres compétitions. Je pense qu'on devrait aller chercher une Coupe du Monde junior. Je pense qu'on devrait aller chercher une Coupe du Monde féminine qui serait en termes d'image très importante. Un pays arabe qui accueille une Coupe du Monde féminine, c'est exceptionnel. Déjà, retrouver la CAN, retrouvant juste la CAN, c'est déjà pas mal. On ne l'a pas eu depuis 88. On a failli l'avoir il y a quelques années. Et ça, je ne peux pas l'oublier parce que j'étais l'organisateur de la cérémonie d'ouverture de clôture. Donc, c'était une grosse déception. Donc, retrouvons déjà ce type de compétition où on peut déjà pouvoir nous améliorer parce qu'on doit s'améliorer. On a eu très récemment, il ne faut pas l'oublier, des matchs au complexe Mohamed V où c'était calamiteux, où des gens sont arrivés avec leur ticket, à 2 heures du match, ils ne trouvaient pas leur place. Donc si on arrive, je rappelle qu'il y a pas très longtemps, on a annoncé qu'on n'était pas capable de vendre des billets en ligne. En 2022, on veut organiser des matchs de foot, on continue à faire de la billetterie physique. Je pense qu'il y a un vrai travail, un gros travail sur nous-mêmes d'abord, avant de continuer à voir les choses en grand, comme j'ai dit tout à l'heure, la Coupe du Monde, le plus grand stade, on veut un stade de 100 000 personnes, on veut... allons d'abord, construisons la base sur laquelle il y a un vrai travail à faire. Edman Alami, je comprends un peu cette fougue d'étudiants. Je me rappelle moi-même avoir travaillé avec vous sur la candidature du Maroc pour 2006. J'avais rêvé de voir ça se réaliser. Est-ce que vous pensez, comme Sia Alaoui, que c'est un rêve impossible? Écoutez, à mon âge, j'aimerais toujours rêver. Mais souvent, j'ai rêvé et ça s'est terminé par des cauchemars. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tout cet argent soit réellement investi dans l'éducation, la formation, la politique sportive, et la Coupe du Monde viendra à nous. On n'aura même pas besoin d'aller à eux. Maintenant, les efforts qui ont été faits, il faut les rendre opérationnels, les rendre rentables, et peut-être aller vers les partenariats publics-privés. Il y a maintenant cette loi qui est sortie où le public peut donner en gestion au privé une grande infrastructure. Je vois avec tant d'années la réalisation du parc de la Ligue arabe et de la Casablancaise, cette petite stade où les premiers grands athlètes marocains se sont initiés. Enfin, il est presque terminé. Et je dis presque parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça ouvre. Ça peut être presque demain et presque dans 2 ans. Et puis, je vois le fameux stade ML, où j'ai rêvé du Roland-Garros africain. J'ai rêvé du Roland-Garros dans les pays arabes. Ce magnifique stade, et à la décès de notre cher Mohamed Mjid, le fameux président qui portait ça avec sa flamme et sa flegme et sa vision, fermé. Et aujourd'hui, il faut 40, 50, 60 millions de dirhams, mais on ne les trouve pas. Et je trouve que tout ça, il y a un travail à faire à l'approche des assises du sport et du tourisme, car je retiens cette idée. On pourrait déjà, nous, le secteur privé, faire des mini-assises, mais déjà parler ensemble à partir de septembre, et ensuite inviter les pouvoirs régionaux, les pouvoirs nationaux à rentrer dans un challenge, mais un challenge avec effectivement des critères d'objectifs pratiques et pragmatiques. Après, c'est bien de rêver la Coupe du Monde en 2030. Si c'est un budget de 500 millions de dirhams, je préfère qu'on le mette dans l'éducation et la formation aujourd'hui. Merci.
Merci, Atman Alami. Mehdi Alaoui, le mot de la fin, s'il vous plaît. Je vais déroger à la règle si ça ne vous dérange pas. Moi, je suis un sportif. Allez-y. Donc, pour changer un petit peu à vos habitudes, je vais vous inviter peut-être à aller debout et le faire debout si ça ne vous dérange pas. Parce que moi, généralement, toutes mes interventions, je le fais debout. Donc, excusez-moi. Allez-y. Mais on est sportif ou on ne l'est pas. En tout cas, voilà, on va se dégourdir les jambes pour finir, pour changer un peu. Pas demandé de poser des questions, donc je ne sais pas s'ils en ont. Ah oui, ils en ont beaucoup, il faut nous les envoyer en live et sur YouTube, on va répondre. On en prend une ou deux. On en prend une Ok. en direct, rapidement. Des questions? Mais Oui. fortes. Poivrée, salée. Sisqali. Madame. Que dire c'est vraiment une édition exceptionnelle, qui est du fait qu'elle est complètement différente de la première que nous avons reçue et que cette approche où vous avez vraiment fait un large spectre sur l'activité sportive au Maroc et vous avez touché à peu près tous les éléments et vraiment en pesant la problématique mais en même temps en apportant quelques suggestions qui sont très, très, très intéressantes. Moi, hier, je regardais dans le journal et je lis que le Maroc était en finale à la Coupe du Monde de football. Comme vous tous, je lis en diagonale et puis je rêve. Donc je reviens et je relis et je retrouve que le Maroc, effectivement, est finaliste à la Coupe de e-football. Et il y a 3 Marocains, donc ça rejoint notre ami Rouissi. Donc, c'est 3 Marocains qui sont finalistes de la Coupe du Monde de football. Donc, ça, c'était pour un rappel. J'ai un autre rappel à faire parce que vous avez reçu des témoignages intéressants et je voudrais rappeler quand même qu'il y a plus de 45 ans, un certain monsieur Alami, Abdelhadi, de son prénom, avait déjà organisé et construit son hôtel sur la base du tennis. Et il avait créé un des plus beaux terrains de tennis qui recevait ce que vous avez cité, les ATP. Donc, se passait à Agadir. Il y avait un autre monsieur qui s'appelait monsieur Friedman, qui avait créé la Casbah d'Agadir et qui, effectivement, avait basé toute sa commercialisation et son marketing sur le tennis. Et il était plein toute l'année. L'autre exemple aussi qui me tient vraiment à cœur, c'est que, toujours à Agadir, les jeunes que la vie n'a pas vraiment privilégiés, qui ont été aidés, sont aujourd'hui les champions du Maroc en golf. Donc on les voit un petit peu sur toutes les manifestations golfiques. Donc ce sont des gens qui viennent vraiment de milieux mais très 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 défavorisés. Et ça c'est des. Alors pour revenir un petit peu à l'infrastructure, parce qu'on a parlé un petit peu des compétences. C'est vrai que nous n'avons pas vraiment toutes les compétences dont on a besoin mais il n'y a pas que les compétences, il y a les infrastructures. Les infrastructures, moi je peux vous dire tout de suite que malheureusement nous n'avons pas d'infrastructures pour accueillir un très grand nombre de touristes qui viendraient pour le sport. Et là, j'en arrive un petit peu à notre responsabilité en tant qu'acteur du tourisme. Nous sommes responsables parce que même vous avez parlé aujourd'hui, lorsque vous parlez sport et tourisme, vous avez parlé de grands événements. Et à la fin de votre intervention, et ça je le partage avec vous, vous avez remis un petit peu les braquets pour dire, bon, restons calmes, on est un pays en voie de développement, malheureusement on s'est menti à nous-mêmes, et pire que ça, on n'apprend même pas de nos erreurs. Regardez le cas vraiment de tous les sportifs en herbe qu'on avait, qui malheureusement c'est toujours la même fédération qui les gère, avec les mêmes responsables, avec les mêmes, je veux dire, et on ne voit vraiment personne venir et sortir un petit peu du rang. Peut-être la fédération bien sûr du football est une exception, mais il faut rendre hommage quand même aux professionnels du tourisme qui, dans certains hôtels aujourd'hui, à Mazagan ou bien d'autres, qui ont vraiment, soit sont collés à des infrastructures sportives, soit elles ont construit. Par exemple, nous avons et c'est là où je veux en venir, parce que ce n'est pas nécessaire
d'avoir un événement avec 4000, 5000 personnes. Donc on peut très bien, moi, en tant qu'agent de voyage, j'arrive à amener une équipe. Parce qu'en hiver, vous savez que tous les stades sont gelés en Europe du Nord et que le fait, encore faut-il trouver le terrain. Donc c'est pour ça que les hôtels, donc, parce que les terrains, c'est déjà pas suffisant pour les équipes locales, mais en plus de ça, bon, aujourd'hui, ça coûte très très cher donc, pour pouvoir... Donc moi, en tout cas, ce que je recommanderais à nos professionnels, et vraiment, nous avons une responsabilité par rapport à ça, c'est d'aller et ne plus... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons en tant que réceptif? En tout cas, nous, on est dans un rôle passif. On est dans un rôle passif, on reçoit des gens parce qu'on nous demande d'assurer le côté logistique, donc l'hôtel, le restaurant, les soins. Bon, donc c'est très difficile. J'ai beaucoup aimé votre intervention par rapport à la passion qui anime un petit peu tous les gens qui sont proches de près ou de loin avec le sport. Mais malheureusement, la passion, c'est comme les sentiments. C'est deux très mauvaises conseillères pour la gestion. Parce que ce que nous faisons avec passion, on peut le faire donc parce qu'on aime effectivement, mais je veux dire, un organisateur, c'est autre chose. Vous le savez très bien, vous en êtes vous-même. Et un sportif n'est pas un organisateur, c'est un artiste, c'est un sportif qui doit vraiment donner le meilleur de lui-même. Donc, ma recommandation à Bouchra, franchement, ce qui s'est dit aujourd'hui me paraît vraiment très intéressant. Et ça serait dommage vraiment de le perdre. Si vous avez fait un enregistrement, capitalisons là-dessus. Capitalisons là-dessus. Capitalisons aussi sur l'idée de M. Alami et de Silmehdi sur que c'est nécessaire aujourd'hui de vraiment d'organiser, mais appelons-le comme on veut, simplement une rencontre. Une rencontre. Que l'administration soit là ou pas, de toutes les manières, pour que l'administration soit là, il faut encore qu'elle ait une vision. Pour qu'elle soit là, il faut qu'elle, donc à partir du moment, il faut déjà la volonté politique. Est-ce qu'elle existe? Je ne crois pas. Vision, encore moins. Donc on ne sait pas. Je veux dire, on navigue à vue et chacun individuellement fait ce qu'il peut et très souvent de mieux qu'il peut. Donc on a tous eu dans notre carrière des expériences qui étaient vraiment très valorisantes pour nous, pour le pays. Vous avez cité des exemples qui étaient vraiment extraordinaires. Mais donc aujourd'hui, n'attendons pas l'administration. Nous sommes tout à fait, que ce soit au niveau des CRT de Casablanca, ou là au niveau de notre club, ou bien simplement entre nous, les gens qui travaillent de près ou de loin avec le sport et le tourisme, essayons de créer une réflexion. Et à partir de là, vous verrez bien, si notre réflexion porte, l'administration, elle viendra toute seule. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sisqali. Mehdi, un mot de la fin, toujours? J'aurais pas pu faire mieux, donc ce serait bien résumé. En tout cas, je vous remercie encore une fois de nous avoir accueillis au nom de toute notre fédération, la Fédération marocaine des professionnels du sport, qui en tout cas est très engagée, très dynamique et qui serait encore plus emballée de travailler sur un projet main dans la main avec nos amis du tourisme en tout cas. Merci Mehdi Alaoui d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau des Mardis du Tourisme. Merci Etman Alami, vous êtes prêt. En fait, vous avez été l'invité aujourd'hui et non pas le co-animateur. J'espère retrouver pour une prochaine édition si Etman Benrazala, exactement. Aussi, un petit coup de cœur. Je rêve en espérant un jour que Casablanca crée son football tour en Europe avec le Raja et le Wydad dans un derby dans les grandes capitales européennes pour faire briller l'ambition sportive du Maroc et donner aux deuxième, troisième et même quatrième génération une idée des fameux derbys. Le prochain est à huis clos malheureusement, Raja-Wydad, pour des questions de pénalité. Je trouve que c'est dommage, très sincèrement, car ce derby est un des capitales, et pas le seul, bien sûr, de l'image du football marocain. Espérons que nos jeunes et moins jeunes supporters comprendront le message. À bon escient, vive le sport, vive le tourisme et vive notre cher pays. Merci. Merci Etman Alami. Je voudrais aussi remercier
les personnes qui ont bien voulu nous faire de magnifiques témoignages. Je les cite, Abla Amour, Leila Ouachi et Ali Horma. Je remercie également l'Institut supérieur du tourisme, international du tourisme de Tanger, notre partenaire Out of the Box. Et je remercie les personnes qui sont présentes ici au Sofitel Casablanca Tour Blanche, que je remercie également en tant que partenaire de notre événement. Également Sigma et Valérie Alexus Beach Resort. Et enfin, je remercie vraiment notre public en live streaming. Merci beaucoup. À la prochaine édition des Mardis du Tourisme, ça sera la 30e édition des Mardis du Tourisme. Merci beaucoup. Alors, un petit souvenir pour Simedi. Oui, restez là. On est comme l'État, on ne donne pas de chèque. On voudrait vous remettre, Bouchra et moi-même, au nom des Mardis du Tourisme, de Premium Travel News et de l'ensemble des participants à ces débats, ces forums où on met le tourisme au cœur de la réflexion. Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à tous. À la rentrée. Merci beaucoup. Retrouvons-nous autour d'un petit cocktail dehors, s'il vous plaît. N'oubliez pas.